Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier que je vous propose, puisque la question m'a été posée par l'un d'entre vous, à savoir ce que je pensais du tout nouvel univers Absolute de chez DC Comics. Il est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis qu'est arrivé sur les stands aux USA du premier fascicule Absolute Batman par Scott Snyder, et que la trinité complétée par Superman et Wonder Woman est maintenant disponible dans de beaux ouvrages, comme sait si bien le faire Urban Comics, et que l'univers ne s'arrête pas là, puisque Martian Manhunter, Green Lantern et The Flash arriveront bientôt dans nos librairies préférées. Je vous avoue que je n'avais pas l'intention de m'y intéresser plus que ça, car j'avais dans un coin de la tête cette petite voix qui me disait que ce n'était que de la trappe-nigo, une énième tentative de la part de l'industrie de conquérir de nouveaux lecteurs, une pâle copie de l'univers Ultimate Marvel, mais pour le géant DC, plutôt qu'une vraie ligne éditoriale avec un vrai nouveau sujet, et que sans cette demande spécifique de Nicolas Slackmon, que je remercie au passage pour ses nombreuses interactions sur ma chaîne, je n'aurais sans doute pas fait de vidéo sur le sujet. De plus, vous allez apprendre ici une info contraire à tout ce que vous pourrez entendre sur d'autres chaînes ou blogs traitant du sujet, alors regardez bien entièrement cette vidéo. Bien que je possède tout le run de Scott Snyder sur Batman, paru en France entre 2012 et 2016, il n'y a guère que son arc sur la cour des hiboux qui m'a vraiment emballé. J'ai même tenté l'aventure Scott Snyder au travers d'autres titres comme The Wake, avec Sean Murphy au dessin, et Barnstormer avec Tula Lollet. Ce n'est pas un auteur qui arrive à me captiver autant qu'il a pu avec sa cour des hiboux, alors forcément, son nom, en avant sur Absolute Batman, ne m'a nullement suscité un quelconque intérêt particulier. Dès sa sortie aux US, j'ai tout de même lu le premier fascicule d'Absolute Batman, mais n'ai pas souhaité donner suite. Alors, quand m'a été demandé ce que je pensais de ce nouvel univers dans un commentaire, je me suis dit que je devais quand même y jeter un œil pour vous. Je viens donc de lire la toute première intrigue de Absolute Batman, le Zoo, ainsi que Absolute Superman, Poussière de Krypton, et Absolute Wonder Woman, la dernière Amazon. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour ma communauté grandissante? Voyez comme je vous aime, hein? J'ai donc passé 2 matinées à lire ces 3 premiers volumes. Absolute Batman le Zoo, paru initialement aux USA sous la forme de 6 fascicules, et déjà, je constate qu'éditorialement, il y a un problème, puisque le premier fascicule nous indique que cette première histoire fait 5 chapitres, alors qu'au final, c'est bel et bien au 6e numéro que vient la conclusion de ce premier arc. Mon inquiétude d'avoir ici un produit commercial plutôt qu'une vraie volonté d'auteur de raconter une histoire qui le démange me paraît légitime, mais passons. Finalement publié chez Urban Comics le 30 mai dernier au prix de 20 € pour 184 pages au format de 17 par 26 cm. Écrit par Scott Snyder et dessiné par Nick Dragotta, mais pas que, puisque sans prévenir, le chapitre 5 est dessiné par Gabriel Hernandez Walta. Et c'est pour moi un autre signe évident que nous avons affaire à un pur produit commercial, et ça, c'est ce qui m'agace le plus chez les grandes maisons de comics. On se fout complètement de l'objet BD dans son intégralité. Le plus important reste le rythme de parution mensuelle, et c'est l'un des premiers points qui fait que non, cette BD ne finira pas dans ma bibliothèque. Absolute Batman le Zoo, premier arc narratif de la série Absolute Batman, réinvente le mythe du Chevalier Noir dans un univers alternatif, l'univers Absolute, où Bruce Wayne n'est pas un milliardaire, mais un ingénieur civil issu de la classe ouvrière. Son père, Thomas Wayne, est professeur et sa mère, Martha, travailleuse sociale. Dans cette version, le traumatisme fondateur de Bruce survient lors d'une fusillade au zoo de Gotham. Son père est tué sous ses yeux alors qu'il tente de protéger son fils en l'enfermant dans l'enclos des chauves-souris. Ce drame pousse Bruce à se forger en tant que justicier sans les ressources habituelles. Pas de manoir, pas d'Alfred à ses côtés, mais une détermination inébranlable à défendre les quartiers les plus défavorisés de Gotham. Le zoo n'est pas seulement le lieu du traumatisme initial de Bruce, il est également au cœur de l'intrigue. Le gang des Party Animals, dirigé par le mystérieux Black Mask, y sème la terreur, provoquant une explosion de la criminalité. Ces criminels masqués sont impliqués dans une conspiration mondiale utilisant des technologies avancées pour orchestrer le chaos et manipuler les institutions. Je vous avoue avoir trouvé dans cette relecture des origines du Dark Knight quelques points forts qui ne m'ont pas déplu. Le fait que Bruce Wayne ne soit plus un multimilliardaire philanthrope, prêt à défendre la veuve et l'orphelin, est une vraie bonne surprise. Car qui, de nos jours, arrive encore à croire que les 1% les plus riches de la planète nous veulent du bien, nous, les classes populaires? Cette propagande d'un autre âge n'a plus aucune emprise sur nous, le petit peuple, et c'est une vraie bonne surprise pour ce nouveau Batman. Malheureusement, le contre-coup reste qu'il est compliqué d'admettre que ce Bruce Wayne arrive à financer ces nouveaux gadgets, qui, soyons honnêtes, doivent quand même avoir une conception onéreuse, surtout sa nouvelle Batmobile, pour le coup, ça ne fonctionne pas du tout.
Un autre point qui m'a beaucoup plu est qu'en plus d'avoir étudié la criminalité, la sociologie, les arts martiaux, il a également travaillé dans presque tous les corps de métier qui lui ont permis de connaître Gotham City sur le bout des doigts, du plus haut gratte-ciel au plus profond des égouts. Vraiment bien vu. Mais encore un point qui m'a fortement gêné est qu'on nous présente comme étant des amis d'enfance de Bruce Wayne les personnages qui deviendront Catwoman, Double Face, Killer Croc, Joker et le Riddler. Je comprends que, narrativement parlant, cela peut être, pour un nouveau lecteur, une belle surprise sur le long terme. Non seulement cela fait un peu beaucoup de copains qui risquent de très mal tourner, mais cela me fait beaucoup trop penser à la relation entre Peter Parker et Harry Osborn. Seul le temps nous dira si je me trompe ou pas, et si cet univers parallèle durera sur le long terme. Ma conclusion est que, malgré tous ces points négatifs que j'ai pu énumérer et qui m'ont sorti du récit, je pense que les habitués des comics super-héroïques et les nouveaux lecteurs pourront y trouver un vent de fraîcheur qui commençait cruellement à manquer sur le personnage. La nouvelle menace est plutôt originale. Le trio Bruce et Martha Wayne et Jim Gordon a de quoi apporter des tensions narratives intéressantes. Les fascicules 7 et 8 étant déjà disponibles, j'y ai jeté un coup d'œil et c'est un nouvel artiste qui reprend le flambeau. Cela me rappelle l'époque où j'étais abonné à la série Legends of the Dark Knight et ce qui me plaisait par-dessus tout était justement que chaque histoire avait une ambiance différente. Et oui, d'une histoire à l'autre, cela me convient parfaitement, mais au sein d'un arc narratif, ça m'insupporte. Passons maintenant à Absolute Superman, Poussière de Krypton. Sachez pour commencer que je possède très peu de titres Superman dans ma bibliothèque. J'ai quand même les titres les plus importants à mes yeux, c'est-à-dire Kingdom Come de Mark Waid et Alex Ross, dont j'ai fait une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne. Superman Paix sur Terre de Paul Dini et Alex Ross. Superman for All Seasons de Jeff Lubb et Tim Sale, un incontournable qui vient de ressortir dernièrement, j'en ferai sans doute une vidéo prochainement. Et Superman Identité secrète de Kurt Busiek et Stuart Immonen. Je possède également d'autres récits avec Superman, même s'il n'en est pas le personnage principal, comme La Trinité par Matt Wagner et Luthor par Brian Azzarello et Lee Bermero. Absolute Superman, Poussière de Krypton, est tout d'abord sorti sous la forme de 5 fascicules US, plus un 6e étant un épilogue qui malheureusement ne figure pas dans sa version française. Il faudra très certainement attendre le volume 2. Édité en France par Urban Comics, bien entendu, dans un format similaire à Absolute Batman, avec 144 pages pour 18 €. Absolute Superman est une très belle surprise, malgré un incessant aller-retour entre le présent sur Terre et le passé sur Krypton. Superman est ici complètement revisité. Contrairement à sa version originale, Kal-El est jeune adolescent, un peu en dessous de la moyenne, avant de quitter sa planète natale. La société y est divisée en castes rigides. Jor-El et Lara, autrefois scientifiques prometteurs, sont relégués au rang de travailleurs manuels pour avoir osé défier l'ordre établi. Le symbole S devient ici l'emblème des opprimés et non plus celui de la maison d'El, ancrant Superman dans une lutte sociale dès sa naissance. Sur Terre, Kal-El, ce Superman, n'a de super que sa force qui émane de notre soleil. Son cœur reste pur, il affronte la Lazarus Corp, une multinationale exploitant des mineurs dans des conditions inhumaines. Refusant d'être un simple symbole, il agit concrètement pour améliorer la vie des plus démunis, remettant en question les notions traditionnelles de justice et de légalité. Ce Superman, bien que puissant, est encore en apprentissage. Il doit gérer ses réserves d'énergie solaire et troque son costume traditionnel contre une armure intelligente contrôlée par une IA nommée Sol. Et je dois avouer que cette innovation dans le personnage est parfaitement excellente et apporte une explication rationnelle au surnom de l'homme d'acier que porte Superman. Malheureusement, la fin du premier volume ne correspond pas à la fin de l'arc narratif. L'histoire ici risque de prendre du temps avant d'atteindre une conclusion, tellement d'éléments sont mis en place tels que la Lazarus Corp, son escadron de Peacemakers et l'intelligence artificielle Brainiac qui contrôle le tout. Pour l'instant, je dois dire que Absolute Superman a été l'une des plus belles surprises. Je ne m'y attendais pas. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, je vais maintenant vous dévoiler une info contraire à ce que j'ai pu lire ou entendre à droite à gauche. Concernant l'arrivée de Kal-El sur Terre, j'ai pu voir que contrairement à la version originale, il n'est pas arrivé chez les Kent à Smallville au Kansas, ce qui ferait de lui un véritable immigré. Or, c'est absolument faux. Il s'est bien écrasé sur leur terre, mais cela n'est dévoilé que dans l'épilogue qui ne figure pas dans cette édition française. Comics Dude, la chaîne qui vous donne les infos que vous n'avez pas ailleurs. Vous l'avez appris ici en premier. Je passerai plus rapidement sur Absolute Wonder Woman, car je dois vous avouer que les histoires impliquant un bestiaire mythologique et de la magie n'ont pas d'emprise sur moi. Je n'aime pas particulièrement les personnages de Thor ni celui du Doctor Strange, et ici, dans cette version de Wonder Woman, et particulièrement dans ce premier volume, la magie et la mythologie sont au cœur du récit. Ce premier tome de Absolute Wonder Woman est publié par Urban Comics, bien évidemment, il fait 144 pages pour 18 €.
Il est écrit par Kelly Thompson et illustré par Hayden Sherman. Il regroupe les 5 premiers fascicules de la série pour la première histoire intitulée « La dernière Amazone ». Dans cet univers alternatif, Diana est élevée non pas sur l'île de Themyscira, Zeus, furieux contre les Amazones, pour des raisons encore inconnues, fait enlever la jeune Diana et l'envoie en enfer. Là, elle est confiée à Circé, exilée sur une île infernale, qui accepte de l'élever. Au fil du temps, une relation mère-fille se développe entre elles. Adulte, Diana devient une guerrière redoutable, maniant la magie et une épée massive nommée Athena Blade. Elle chevauche un Pégase squelettique et arbore une armure forgée en enfer. Dans le présent, elle défend Gateway City contre des menaces surnaturelles, utilisant des pouvoirs tels que le lasso de transformation pour se métamorphoser en Médusa et vaincre son ennemi. Bien qu'elle fût nominée pour le prix de la meilleure nouvelle série au Eisner Award 2024, le style de Hayden Sherman, accentué par les couleurs vives de Jordie Bellaire, ne sont vraiment pas ma tasse de thé, ni même le découpage séquentiel, qui n'est franchement pas du tout à mon goût. Donc absolument rien ne m'a plu dans ce premier tome d'Absolute Wonder Woman, mais cela ne signifie pas que c'est une mauvaise série pour autant. La réécriture audacieuse du personnage reste intéressante, et je ne dis pas que je resterai hermétique à ses futures aventures, mais pas avec cette équipe artistique. L'univers Absolute n'en est qu'à ses débuts, puisque d'autres héros d'essai y débarqueront très prochainement. Et je vais continuer de m'y intéresser, entre autres pour voir si Flash va enfin pouvoir devenir intéressant, et j'attends Green Lantern, puisqu'il semble que ses aventures vont flirter avec de l'horreur cosmique, genre pour lequel je suis particulièrement friand. En conclusion, je dirais que malgré la réalité que ce nouvel univers Absolute soit une vraie création éditoriale dans la plus pure tradition industrielle américaine avec un cahier des charges pensé par des exécutifs en col blanc, un vrai travail de fond a été réalisé, une collaboration intellectuelle semble évidente, et à l'aube d'un grand remplacement tout à fait probable et problématique de la création artistique humaine par des IA de plus en plus performantes, ce nouvel univers parallèle chez DC Comics nous prouve que la création doit rester le fruit de l'imagination humaine. En tout cas, malgré mes a priori vis-à-vis de ce nouvel univers, je suis dans l'obligation d'admettre qu'un véritable effort a été réalisé pour revitaliser un univers qui me semblait en perdition, que ces héros d'un autre temps ont été relativement bien dépoussiérés pour coller à notre époque qui, elle-même, a foncièrement changé ces dernières années, socialement, sociologiquement, et qui continue de basculer sur un rythme de plus en plus frénétique. Si vous avez aimé ma vidéo, alors je vous serai reconnaissant de bien vouloir cliquer sur le petit pouce, et si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour rester informé dès la sortie de mes prochaines parutions. Tous ces petits gestes seront d'une aide considérable pour améliorer la visibilité de ma chaîne sur YouTube. Cette vidéo m'a demandé un travail énorme, et toutes vos petites attentions sont un véritable coup de pouce pour tout le travail que j'effectue. D'avance, merci pour votre attention. J'espère que cet épisode aura su apporter quelques éléments supplémentaires à ceux d'entre vous qui se demandent encore si investir dans ces ouvrages en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.